1, 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez? 1, 2, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que... Ok, parfait, oui, non, c'est moi, j'ai... Comment... En fait, j'avais cliqué sur enregistrement et pas sur commencer streaming. Ok, bon, pourquoi est-ce que j'ai une zone noire, moi? Qu'est-ce qui se passe? Blablabla, chat, image, qu'est-ce qu'il y a? C'est là. Non, image... Je sais pas pourquoi est-ce qu'il me... Je chipote un peu là, mais... hmm, je delete ça, oui. Et ça, ok. Hmm, ça m'embête. Pourquoi est-ce que j'ai un gros truc noir ici? Ah, c'est parce que ça... Ok, on va recommencer. À partir... Voilà, ça va mieux comme ça. Parfait. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est-à-dire que, en fait, c'est le gros prérequis que je vous demande de comprendre et c'est pas le truc le plus facile, mais c'est le gros prérequis qui va nous aider à pouvoir avoir des discussions intéressantes. C'est-à-dire que si jamais vous ne comprenez pas ça, ça va être assez embêtant parce qu'on va être sur deux dimensions, on va être sur des discussions de leveling différents. Il est bien important de comprendre l'équation, cette équation pour pouvoir argumenter en fait, parce que c'est une équation qui va intervenir dans beaucoup, dans toutes les argumentations. Et si jamais on ne sait pas calculer, en gros, l'équation la plus importante du monde pour vous introduire, c'est le calcul d'espérance de gain, comme il vous a été présenté dans la news. Si jamais vous ne comprenez pas ce calcul d'espérance de gain, et je vais tout faire pour que vous le compreniez, euh, vous allez avoir des problèmes pour comprendre ce que vous faites. Et donc il est bien important de comprendre ce que vous faites pour pouvoir agir correctement. Donc c'est pas quelque chose qui va être facile. Je vais d'abord vous introduire la théorie. Donc la théorie, je vais un peu vous la donner comme ça. Je vais pas. C'est une théorie qui pourrait faire l'objet de plusieurs heures en cours de statistiques et probabilités combinatoires, etc. Moi, je vais vous donner plutôt des choses de manière plutôt transmissive. C'est pas quelque chose de très agréable. C'est pas donc c'est-à-dire que je vais vous dire les choses et vous devrez les accepter pour la plupart. À partir du moment où vous acceptez ce que je vous donne, vous allez pouvoir avoir un esprit critique pour continuer la discussion. Si jamais vous voulez vous renseigner sur euh, le contenu, euh, le contenu qui structure tout ça, euh, plus en profondeur, vous pouvez faire vos recherches sur internet, vous acheter des livres spécialisés, etc. Mais je n'ai pas non plus envie de développer pendant 3 heures en profondeur une équation qui, au final, peut vous être présentée et au final est relativement compréhensible. Elle n'est pas si compliquée que ça. C'est juste qu'il faut mettre au point deux, trois choses. Alors, je vais vous demander sincèrement, n'hésitez pas à prendre un bic et un crayon parce qu'il y a deux trois petits exercices que je vais vous faire faire, que je vais essayer de vous faire faire de manière à ce que vous puissiez vous exercer et un peu vous mettre en situation pour un peu comprendre, tiens, comment s'agencent les choses. Il y a deux petits exercices qui sont pas très très compliqués, qui vont vous permettre donc de comprendre un peu comment se construisent des probabilités, comment est-ce qu'on calcule des événements, etc. Bon, la première chose, c'est qu'il y a trois axiomes en probabilité. N'hésitez pas à m'interrompre, c'est super important parce que si jamais il y a des choses qui ne vous reviennent pas, il y a des équations qui vont apparaître, il y a des expressions de probabilité, etc. Ça peut vous donner des boutons, mais il est important qu'on fixe les choses. Faut pas avoir peur. Y a rien de très compliqué. Je vais essayer de le vulgariser au maximum. Donc pour ceux qui sont plus spécialisés, je vais faire des raccourcis volontaires et quelques contours et quelques peut-être grossièreté pour certains puristes, mais vu que le but principal c'est que vous compreniez ce que vous faites, je pense que ça n'est pas très grave sur le résultat final. Alors il y a trois axiomes. Tout d'abord, on dit que la probabilité d'un événement se situe entre 0 et 1. Il n'est pas possible d'avoir un événement qui ait une probabilité supérieure à 1.
On compare 1 à 100% et 0 à 0%. C'est simplement que d'habitude les probabilités sont comptabilisées entre sur la droite sur la droite 0,1 et donc 50%, on va le noter 0,5. Ok. Ensuite, la probabilité oméga est égale à 1. Oméga, ça veut dire quoi? C'est l'univers entre guillemets relatif à une action. On va essayer de comprendre ça plus en profondeur, ne vous inquiétez pas, on va essayer d'un peu. Je vais vous donner un exemple. Ensuite, la somme des probabilités, enfin, les probabilités de l'univers sont additionnables pour arriver à 1. Oui, je suis pas encore prof de maths, mais je vais le devenir. Je suis en formation pour l'être. Alors donc, un événement se produit entre 0 et 100%. Pas plus, pas moins. Un événement ne peut pas arriver plus de 100% du temps. Ok? On identifie oméga, ici la lettre grecque, comme étant l'univers associé à une expérience associée. Et ça, je vais y revenir. Je vais l'illustrer je vais vous l'illustrer dans les diapos prochaines. Vous allez donc ça ici, je vais mettre en suspens et vous allez voir, c'est relativement intuitif. Ici, là, ça paraît vachement abstrait, mais au final, c'est relativement logique. La probabilité d'un événement, qui est la réunion disjointe d'événements, est égale à la somme des probabilités de ces événements. Alors, on va un peu revenir sur cette phrase-là. La probabilité d'un événement qui est la réunion disjointe. Disjointe. Qu'est-ce que ça veut dire disjointe? Disjointe, ça veut dire qu'un événement ne peut pas se produire un événement disjoint à un autre. C'est un événement, c'est lorsque soit cet événement-là se produit, soit cet événement-là se produit. Dans le poker, si je fold, je ne peux pas payer. Si jamais je relance, je ne peux pas payer. Si jamais je fold, je ne peux pas relancer. On est d'accord? C'est trois événements disjoints. On ne peut pas en même temps payer et en même temps folder. On fait un choix. À partir de ce moment-là, on a des événements disjoints. C'est pour ça que je vous ai introduit tout ça. C'est parce que on est clairement dans des événements disjoints. Si jamais je gagne, je ne peux pas perdre. Il y a une petite subtilité malgré tout, c'est qu'on peut faire une égalité, c'est quelques rares cas. Mais malgré tout, c'est relativement négligeable. La plupart du temps, on est en dessous de 1% du temps sur des égalités, donc sauf exception. Je regarde juste le chat pour voir si jamais... Moi, je kiffe et je suis encore au cours d'école, mais alors bon, c'est normal pour moi. Les deux événements sont exclusifs. Oui, voilà, c'est ça. C'est un cours de maths pour terminale. Oui, il y a de ça, il y a un peu de ça. Malheureusement, oui. Mais je pense que, si jamais vous comprenez pas tout, je pense que tout va être résumé à la fin. Lorsqu'on va prendre l'équation, qu'on va un peu l'expliquer, intuitivement, je pense que si jamais vous comprenez ne fût-ce que vaguement ce que je dis maintenant, quand on va revenir sur l'équation derrière, vous allez au moins ouvrir les yeux sur la réalité de l'équation. C'est ça le but. Et après, avec les exercices que je vais vous donner, vous allez essayer de les résoudre, et en les résolvant, vous allez vous allez vous approprier cette équation et vous allez comprendre les réalités. Ok? Les événements en poker sont des événements disjoints, c'est ce que je viens de dire. Ça veut dire que donc, pour avoir l'espérance de gain, il s'agit d'additionner les événements disjoints. Par exemple, lorsque vous partez... Qu'est-ce que l'univers d'un événement? Donc, ici, là, je vais... Je voulais... Voilà, ici, je sais pas si jamais vous le voyez, je vais voir sur le bot. Aïe, 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 il y a le truc qui bug un peu. Vous voyez, ouais, ça a l'air d'aller. Donc vous voyez ici, il y a juste un petit bug d'image avec les deux lignes noires. On va essayer de régler ça. Ok, ça a l'air d'être arrangé. Voilà, comme ça. Alors, deux petites mains ici que je vais vous présenter pour que vous compreniez ce que signifie un univers. Ici, l'adversaire part à tapis. Cet adversaire-ci fold. L'univers qui me correspond ici, c'est les actions qui sont encore possibles.
je peux payer ou folder. La somme, ces deux événements correspondent à 100%. P oméga est égal à 1. Ok? À partir de ce postulat-là, ça veut dire que les deux événements possibles, l'univers qui me correspond, donc les actions qui me sont encore possibles de faire, toutes ces actions-là correspondent à 100%. Ça va être important pour comprendre la suite. Je fais pas ça pour vous embêter, ça va être important pour prendre la suite. Ça paraît, c'est tout con, hein. Y a rien de compliqué. Après la main, on s'en fiche un peu. Ici, une autre situation. Tout le monde fold. Quel est mon univers ici? L'univers, à partir du moment où j'ai cette main, toutes les actions qui restent à faire, toutes les actions qui peuvent encore se produire, vont être relatives à cet univers. Donc, je peux folder, ça fait partie de l'univers. À partir du moment où je le prends à l'instant T ici, dans cet univers-là, il y a je peux folder, je peux relancer, je peux payer. Je peux partir à tapis, je peux relancer de 2,5, de 3, de 1. L'univers est relativement large, c'est très large. Comme tous ces événements sont disjoints, on peut les additionner, mais la somme va faire 1. Après, on peut subdiviser ces événements si jamais on suppose que il y a si jamais on suppose les événements comme étant différents lorsque je relance à 1, à 2 blindes, à 3 blindes, à 4 blindes, je peux pas relancer de plus que 5 blindes, 72, mais si jamais on suppose que, eh ben à ce moment-là, on pourrait supposer des éléments disjoints de cet univers. Et pourquoi est-ce qu'ils seront disjoints? Parce que peut-être que si jamais je relance 2 blindes, 4 blindes, 3 blindes et demi, les éventails de call des adversaires vont être différents. Et donc on va se référer à des événements disjoints différents. Et donc une somme de probabilité qui va influencer sur le calcul d'espérance de gain. Ok? J'ai plus le chat et vous ne l'avez plus non plus évidemment parce que ici. Ok? Malheureusement, il y a beaucoup si on considère que chaque type de mise... Oui, tout à fait, exactement. Mais c'est au sens large. Après, on peut simplifier, évidemment. Ok? Donc, si jamais j'ai As-Valet, je peux partir à tapis. À ce moment-là, il y a les différentes actions des adversaires font encore partie de cet univers. Mais tout dépend de la manière, tout dépend de l'instant dans lequel on considère mon univers. On peut le généralement, on va considérer un univers avant de prendre notre action. Parce qu'on voudra, pour pouvoir comparer deux événements, pour pouvoir comparer, comment je pourrais dire ça, pour pouvoir comparer pour pouvoir comparer un moment, on va parler de moment, pour pouvoir comparer un moment où il y a deux actions possibles, si jamais je veux pouvoir les comparer, je dois choisir mon moment et après les univers associés. Si jamais je fold, ça s'arrête là. Ok? J'ai mon espérance de gain parce que jamais je fold 100%, je garde mon truc. Il n'y a qu'un seul événement. Ensuite, il y a l'univers et après on peut supposer un autre univers. L'univers de si jamais je relance à 2,5 blindes. Ok, qu'est-ce qui se passe? Si jamais je relance à 3 blindes, à 2 blindes, si jamais je pars à tapis, qu'est-ce qui se passe? Là-dessus, tout va en découler une série d'événements qui vont faire partie de l'univers je relance à autant. Et à cet univers-là va être associé à une espérance de gain. L'espérance de gain de fold, c'était mon tapis. On est d'accord. Enfin, c'est l'espérance de 100% je fold, 100% je garde 5,72 blindes. Lorsque je relance, il y a différents événements qui vont être combinés, etc., qui vont former une espérance de gain. Et la question, c'est est-ce que ces événements-là vont générer une espérance de gain supérieure à mon espérance de gain de 5,72. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'une action est qualifiée de EV positive, ou enfin d'espérance positive ou d'espérance négative. Ok? Analyse d'une situation simple. Lorsque je lance un dé équilibré à 9 faces, donc je suppose que le dé est équilibré,
J'ai choisi 9 faces pour changer des 6 faces, simplement. Ne me demandez pas comment est-ce qu'on forme un dé à 9 faces, j'en sais rien. Quelle est la probabilité d'avoir... Alors, je vous pose 4 questions ici. Un 4, un nombre pair, un nombre strictement supérieur à 3 et un nombre inférieur à ou égal à 6. Et là, je vous demande de faire de votre côté votre petit calcul, à votre manière, et je vous sors, et après on corrigera ensemble. Ouais, mais non, mais c'est pour un peu décontextualiser, c'est pour un peu changer. C'est vrai que on aurait pu faire des cartes, mais je vais vous avouer, je m'y suis pris relativement tard parce que j'avais une présentation aujourd'hui, qui au passage s'est bien passée. Et, bon, bah, quand je suis rentré, j'étais fatigué, j'ai fait une sieste et j'ai commencé à faire mon PowerPoint à 19h. Donc, ouais, c'est ça. Oméga, c'est les deux événements possibles. La somme des événements fait 100%, ouais, exactement. Donc si jamais ta pièce est équilibrée, tu auras 50%, 50%, etc. Si elle n'est pas équilibrée, tu pourras avoir 40-60, 30-70, 20-80. Puisqu'on... Oui, ça dépend comment est-ce que tu supposes l'histoire. Soit tu... Enfin, ça dépend ton référentiel. Là, on est sur une question de repère. Soit tu mets ton repère à zéro, soit tu supposes que zéro... soit tu dis que ton espérance de... Enfin, soit tu... Entre guillemets, tu parles en valeur absolue, soit tu parles en espérance nette, soit tu parles en espérance brute, entre guillemets. Donc, c'est un peu comme si jamais je te disais quel est ton salaire net, quel est ton salaire brut, quoi. Ici, là, soit tu dis que soit tu pars comme référentiel, soit tu pars de zéro et tu dis, ben voilà, là je suis à plus 5,72, et mon espérance de gain de l'autre côté, eh ben, elle me fait espérer un tapis de... voilà, soit tu parles en profondeur de tapis, soit tu parles en gain net, tu vois. Mais l'un ou l'autre, c'est la même chose. Au final, c'est la même chose. Soit tu dis, voilà, ton OV fold, ben, c'est d'avoir un tapis de 5,72, soit tu supposes que ton espérance de gain, et tu dis que voilà, si jamais je pars à tapis, j'ai une espérance qui me donne un tapis de 7,5 par exemple. À ce moment-là, eh ben, tu te rends compte que tu es au-dessus de EV fold, mais ton espérance de gain net sera 7,5 moins 5,72. Je vois que vous commencez à répondre, je vais un peu avancer pour pas perdre trop de temps. Donc alors pour l'événement PE1, exactement. On va pas trop s'attarder sur les notations, c'est pas ce qui est important pour vous de toute façon. Un neuvième, tout le monde a plus ou moins trouvé. Tuki, ici je suis pas... Un 4. Est-ce que Tuki, tu m'as mis 4 neuvièmes. Non, 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 non. Non, ici 4 neuvièmes c'est pas juste. C'est pas... 4 est un des chiffres parmi 9. D'accord? Il y a 9 chiffres possibles. Moi je te dis, hop, tu dois voir ça comme... Tu dois pas voir la valeur 4. Tu dois voir l'événement. Tiens, il y a combien d'événements possibles différents? Il y a 9 événements. Il peut y avoir un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, ok? Moi je te dis quelle est la probabilité d'avoir un 4. Eh ben, c'est un événement parmi les 9 événements possibles. D'accord? C'est pour ça qu'on est sur du 1 neuvième. Est-ce que c'est compris? C'est pas grave de faire des fautes, hein. Justement, j'aime bien voir des fautes, comme ça je sais comment je peux corriger. Ok, pas de souci, si jamais c'est un problème de notation, il n'y a pas de souci. Un nombre pair, à ce moment-là, ben, on reprend la même réflexion. Ok? Les événements possibles sont 2, 4, 6 et 8. PEI reste à 1. Le dé n'a pas changé. Il y a toujours une chance sur 9 de tomber sur un chiffre. À ce moment-ci, on peut, vu que c'est des événements disjoints, il n'y a pas possible de faire un 9 et un 5 en même temps. Et évidemment, on suppose qu'il n'y a pas moyen de faire des décassés, des machins comme ça. Et ben, à ce moment-là, on additionne les probabilités, comme dans l'axiome qu'on a dit, c'est la somme des probabilités. Et on tombe sur 1 neuvième plus 1 neuvième plus 1 neuvième plus 1 neuvième est égal à 4 neuvièmes. Ok?
Nombre strictement supérieur à 3. Strictement supérieur à 3, quels sont les événements? On recommence. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. À ce moment-là, toujours PI est égal à 1 neuvième, on obtient 5 neuvièmes. 5 neuvièmes qui n'est pas simplifiable. Alors ici, je vois qu'il y a quelques fautes. Alors peut-être que c'est juste par rapport au fait qu'on a joué sur le strictement positif. Quelqu'un pourrait m'expliquer comment ils ont obtenu 6 neuvièmes? 6 neuvièmes, c'est moi qui louche peut-être. Effectivement, c'est moi qui ai louché, j'ai été trop vite, bien vu. Autant pour moi, c'est moi qui étais trop vite. Autant pour moi. Hop, oui, il faut que je quitte. Hop, ici, c'est le coach qui. Ça, c'est mon problème. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez distrait. Et du coup, c'est vrai que parfois j'ai tendance à vouloir aller trop vite. Effectivement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectivement, je les ai notés, mais j'ai mal calculé. Ok. Ensuite, ici, 1, 2, 3. Bah, c'est la même chose en fait, j'ai fait. Ah, ici 9ème, non, c'est bon. Ok. Ok. Tout est bon. Non, non, c'est bon, c'est moi qui. Tu parles d'un prof de maths. Non, effectivement. J'ai encore du travail à faire sur ma concentration, c'est vrai. Faut que je fasse attention. Surtout quand t'es fatigué, c'est pas évident. Ok, A et B sont des événements indépendants, si. Alors maintenant, on va parler des événements indépendants. La notion d'indépendance, c'est quoi? On caractérise la notion d'indépendance comme ceci. L'intersection, la probabilité d'une intersection entre un événement A et un événement B peut s'écrire probabilité de A fois probabilité de B. La probabilité d'avoir un événement indépendant où A et B se rencontrent est définie par le produit des probabilités des événements associés. On a un événement A et un événement B. Les deux peuvent se produire. Admettons, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? C'est n'importe quels deux événements qui peuvent se rencontrer à un moment donné, en fait. Ça pourrait être, vous allez vers le bus et un bus passe devant vous. Si jamais vous n'aviez pas l'idée d'aller à l'arrêt de bus ou quoi, quelle est la probabilité que ces deux arrivent? Eh bien, vous calculez la fréquence que le bus puisse arriver et la probabilité que vous soyez là à ce moment-là. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, c'est pas spécialement l'événement le plus simple. Mais, ou simplement, deux événements donnés, on peut reprendre le lancer de dés, c'est on prend deux dés différents, on les lance, quelle est la probabilité de faire sur un premier dé un événement donné et sur un deuxième dé un autre événement? Quelle est la probabilité de faire ces deux événements en même temps? Dis-moi juste, mais moi c'est pas Maxipousse, hein, Matrix. Oui, en fait oui, mais oui, c'est ça. En poker, on pourrait prendre l'événement, tiens, la probabilité que deux personnes qui ont des éventails de mains donnés se retrouvent tous les deux au flop. Ça, c'est. Il y a juste que, en fait, en poker, et là, pour l'instant, je pense que. Et là, j'ai jamais vraiment pris la peine de réfléchir d'un point de vue mathématique sur la question. Mais je pense qu'il y a quand même une erreur qu'on décide de négliger en poker. Parce que le fait que toi te sois servi une main donnée est quand même conditionné, n'est quand même pas si indépendant au fait que l'adversaire ait une telle carte. Parce que si jamais l'adversaire a deux cartes, toi tu ne peux plus avoir ces deux cartes-là. Et donc ta main est influencée par rapport à la probabilité que l'adversaire ait une certaine main. Ouais, pas de souci, Matrix. J'ai juste pas très bien compris ta question. Si tout le coaching c'est sur ça, soit le bac de terminale des STG, PAC
Je pars si c'est ça. Je comprends rien à ce que tu as écrit, je suis désolé. Je suis pas je suis pas un grand Matrix. J'ai dit Matrix, mais peut-être que je l'ai peut-être écorché, désolé. Ok. Je voulais savoir si tout le coaching parlait de ça et si c'était juste un cours de maths. En fait, ici, le coaching, enfin, au final, là où j'ai envie de vous amener, c'est sur le calcul d'espérance de gain. Je vous introduis tout pour que vous puissiez comprendre. Le fait est que les coachings qui vont arriver après, j'ai envie de vous faire réfléchir sur des situations données. J'aimerais vraiment arriver à former des groupes pour que vous puissiez réfléchir de manière construite sur des situations et que vous puissiez argumenter. Si jamais, et du coup je suis obligé de poser des bases, pour faire évoluer le niveau de réflexion, c'est le seul coaching, c'est le coaching le plus mathématique. Avant d'arriver dans la vraie argumentation. Pour moi, c'est un prérequis nécessaire. Si jamais on n'est plus, si jamais on n'est pas sur la même longueur d'onde, alors on ne peut pas s'entendre. Et on ne sait pas argumenter et on arrive à des débats qui sont tu fais ce que je te dis et ça s'arrête là. Moi j'ai envie qu'on puisse à un moment arriver à une discussion où je vous dis quelle est la stratégie à 35 big blind. Argumentez. Donnez-moi votre stratégie et dites-moi pourquoi elle serait meilleure qu'une autre. À 35 blindes. Mais si jamais vous comprenez pas les concepts d'espérance de gain, si jamais vous comprenez pas toute la mécanique qu'il y a derrière, on va pas avancer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où j'ai envie d'arriver. J'ai vraiment envie d'arriver avec des beaux débats, avec des belles questions, mais si jamais on ne peut pas poser, si jamais je ne peux pas vous donner un minimum de bagages pour pouvoir argumenter, à ce moment-là, on n'avance pas, quoi. Ici, j'essaye vraiment de résumer au maximum. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser l'équation du calcul d'espérance de gain dans l'objectif que vous la compreniez. Après, il y aura des exercices associés qui vont être donnés demain ou après-demain. Et parce que ce soir, je suis trop claqué. Et, et ensuite, comment dire, ensuite on va discuter. Et comment dire, je perds le fil de mes idées. Et avec ces exercices, je vais faire en sorte que vous vous appropriez bien l'équation, on fera les corrections, on reviendra dessus s'il faut, et après j'espère pouvoir un peu finir avec ces cours théoriques pour pouvoir venir avec des cas concrets. Voilà, ça c'est le but du coaching, vraiment. Matrix. Matrix, oui ça. Depuis que je fais ce genre de calcul grâce à toi, j'ai énormément évolué dans mes analyses de main. Ces considérations mathématiques sont le fondement de nos décisions. Oui, tout à fait. Matrix 29 FR, voilà. Avec un bel accent belge, comme tu veux bien, si tu veux bien, une fois. De toute façon, ouais, voilà, c'est obligé, parce qu'on on sait pas savoir si jamais on fait une bonne action ou pas, si jamais on passe pas par l'espérance de gain. C'est, voilà. C'est une obligation, mais après ça devient automatique, hein. Après, enfin voilà, si jamais vous avez compris l'équation, après ça devient intuitif. Donc, on disait un deuxième petit exercice, exemple de calcul d'un événement, de deux événements indépendants qui se produisent. L'action 1, je lance un dé à 6 faces. L'action 2, je lance un dé à 9 faces. Quelle est la probabilité que je fasse strictement plus de 3 sur le premier dé et strictement moins que 4 sur le second dé? À vos calculs. C'est le dernier calcul hein, que je vous demande. Matrix. Pourtant, il n'y a qu'un seul A et un seul X. Hein, je veux pas faire, mais... Suivant ce qu'on a vu, quelle est la... Avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici, normalement, vous devriez être capable de faire ce calcul-là. Salut la point, à point. Si, un R. Ah non, il n'y a pas de R. Ah, sans R. Ah oui, non, effectivement.
Non, c'est moi, Matix. Oui. En même temps, je suis un peu dyslexique, donc si jamais tu me fais des pièges comme ça avec Matix, moi je lis Matrix, hein, parce que ça ressemble trop à Matrix. Essayez de réduire vos termes. 3 sixièmes, ça fait combien? 3 neuvièmes, ça fait combien? Voilà. Un demi. 3 sixièmes, un demi. 3 neuvièmes, ça fait un tiers. Voilà. Un sixième. Voilà. C'est plus parlant un sixième que 9,54e. Non, c'est bon. C'est bon. On est là-dessus. Donc PE1, c'est 3 événements sur 6. Donc strictement plus que 3, il y a 4, 5, 6. Ok. 50% de chance que ça arrive, ou alors 0,5. P est égal à 0,5. PE1 est égal à 0,5. Ensuite, D strictement moins de 4 sur 9. Donc 3, 2, 1. Ça fait 3 événements sur 9, ça fait un tiers. On est d'accord. On multiplie les deux probabilités. L'intersection entre l'événement A et l'événement B, la probabilité d'intersection entre intersection, on lit intersection avec le U à l'envers. Entre l'événement A et l'événement B, c'est PE1 fois PE2 est égal à 1 demi fois 1 tiers, qui est égal à 1 sixième. Voilà. Il n'y a, y a rien de chinois. Il n'y a vraiment rien de chinois. Voilà, on y est. Quelle heure est-il? 35, cool. On a réussi à... on va pas spoiler. Ah, fait chier. Voilà, on revient sur le truc. Alors, EV. Je vous pose la question. Essayez maintenant de comprendre un calcul de V, sachant que vous avez, en essayant de le résumer, sachant que, sans tricher avec la news, parce qu'elle est affichée dedans, je vous le dis directement, mais le but c'est que vous réfléchissiez, c'est que ça vienne de vous. Je vous ai donné les clés maintenant, événement 10 juin, machin, pondération, essayez un petit peu de réfléchir à comment compileriez-vous, et Solid Snake malheureusement je t'ai spoilé il y a moins d'une heure, donc tu devrais avoir la solution de ton côté aussi. Euh, Quel est selon vous Non, non, j'ai pas du tout eu peur, mais je pensais que j'allais passer plus de temps, objectivement, étant donné que d'habitude je fais genre une diapo par demi-heure. Et comme j'en avais 5 6 je me dis, ah, j'ai un peu peur que ça prenne trop de temps, que je m'étoile un peu trop, mais au final, non, ça va. En plus, j'ai commencé 2 minutes à la bourre, donc c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est pas que ça me fait peur, mais c'est juste que pour avoir assez de temps pour creuser cette partie-ci, quoi. Comment construiriez-vous le calcul d'espérance de gain? Quel est l'univers qui est devant vous lorsque vous avez les actions, lorsque vous décidez de faire une action? Une action, je vais le dire, de relance. Parce que c'est la situation la plus générale. Après, on peut simplifier en posant des termes à zéro, etc. et simplifier l'équation. Mais l'équation la plus générale prend en compte la partie fold equity. Écris-moi, essaye de modéliser ça en équation d'Oniad. Parce que pour moi, il y a quelques erreurs il y a quelques erreurs de formulation dans ta phrase, mais peut-être que si jamais tu l'écris si jamais tu l'écris algébriquement, tu, enfin, ce sera juste un problème de transition algébrique, algèbre français.
Non, c'est pas grave, mais essayez de dire, ou alors de le dire avec vos mots, mais essayez de dire c'est ça, plus ça, plus ça, plus multiplié par ça, divisé par ça. Comment, c'est quoi pour vous l'espérance de gain? Quels sont les termes, quels sont les événements que vous retrouvez? On pourrait essayer par exemple de dire, tiens, lorsque je relance, quels sont les événements? Quels sont les événements possibles? On va simplifier la situation, on va dire, vous êtes deux, vous êtes en tête à tête, vous relancez. Quels sont les événements possibles? Oui, c'est vrai. On va simplifier, tu pars à tapis. On va simplifier, non c'est vrai, c'est pas assez précis, mais c'est pas grave, on discute, on est là pour discuter. Je pars à tapis, on va simplifier la situation. Je pars à tapis, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, il n'y a pas de situation où je me fais sur-relancer. Mais c'est des situations plus complexes qui peuvent être modélisées, hein, tout à fait. Mais on va pas rentrer dans des décisions trop compliquées pour l'instant. QNS, ouais. Il y a de ça, ouais. Ça, c'est... Enfin, c'est pas tout à fait juste. Il manque quelque chose, QNS. Mais tu te rapproches. Voilà, call ou FE, Fabs, oui, tout à fait. Call ou FE, donc il y a deux situations, c'est bien. Déjà, là t'as déjà ton univers. Impitoyable. T'as ton univers. Euh, T'as le call ou le fold. Ça, c'est les deux événements qui vont former. Après, qu'est-ce qui se passe? L'adversaire fold, ok. Et puis il y a l'adversaire qui call. Qu'est-ce qui se passe quand l'adversaire call? C'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qui se passe quand l'adversaire call. C'est là que ça commence à se compliquer. Donner un FE, fois pas, plus, équité, pourtant, fois pas plus call vilain. Il y a de ça, mais il y a une petite erreur. On se rapproche, on se rapproche. Là, entre toi et QNS, vous vous complétez en fait. Oui, vous êtes à tapis, oui. Mais vous vous complétez. QNS et Doniad, regardez ce que vous avez mis chacun. Il y en a un qui a oublié quelque chose et l'autre qui a oublié quelque chose. Les deux se complètent. C'est bien, c'est chouette. Gain si adversaire fold, fois fold, oui, plus gain si adversaire fois où on gagne. Attends, parce que gain si call pour si call pour 100 fois pour 100 où on gagne. Oui, d'accord. Pour 100 où on gagne, j'avais pas bien compris. Moins gain si call fois pour 100 où on perd. Ouais. J'aime pas trop la formulation moins gain si call fois pour cent. Moins gain si call. C'est pas. Ce qu'il y a, c'est que tu vois le gain si tu call. C'est pas la même chose. Ce que tu vas gagner et ce que tu vas perdre ne sera pas la même chose généralement. Parce que tu as des antés au milieu, etc. Donc le pot sera pas tout à fait le même. Tu vas perdre ton tapis, mais tu vas pas perdre les antés qui est au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence et dit. Il y a, quand tu gagnes quelque chose, tu prends, si jamais en plus tu n'es pas dans les blindes, tu vas prendre l'argent mort. Il y a l'argent mort en différence entre ce que tu perds et ce que tu gagnes lorsque tu te fais payer. Non, je pense pas. Non, enfin, non, je pense pas. Ça a l'air d'être bien. Il faut pas dénigrer les gens comme ça. J'aime pas trop ça. Oui, on va pas chipoter sur les antés. Les antés, on les annule. On n'est pas sur un douzième de blinde. FPO, équité, oui. Po call vilain, oui. Moins un moins équité fois mise. Exactement. C'est ça, Doniad, exactement. Mais
T'as été le chercher tout seul celui-là? Il a l'air tellement bien construit. Non, c'est très bien. On l'a trouvé. On est là-dessus. Je l'ai un peu écrit différemment. Il n'y a pas de stress. C'est juste pour pas avoir 15 000 termes et s'étendre jusqu'à l'infini et au-delà. C'est, voilà. Donc on va supposer A, le pot. C'est simplement pour bien visualiser que c'est des données différentes. A plus. Donc on a la fold. Alors qu'est-ce qui se passe? On a deux situations. D'abord, il y a deux événements possibles lorsqu'on part à tapis. Il y a le premier événement, c'est l'adversaire fold. Il y a le deuxième événement, c'est l'adversaire call. Comme on a vu tout à l'heure, les probabilités dans un univers, l'addition de ces probabilités donne 1. Donc si jamais on a la fold equity, on a automatiquement la probabilité de call. On est d'accord? 1 moins la probabilité de fold est égale à la probabilité de call. Donc on a l'un, on a l'autre. On n'a qu'une seule inconnue, pour deux fréquences différentes. Deux fréquences qui sont disjointes, et qui en s'additionnant font 1. Ok? Ça c'est la première chose qui est importante à comprendre. Formation vendeur de glace, je repose. je repose. Ça la belle. Non, il faut pas vous mettre des bâtons dans les roues comme ça. C'est pas. Ici maintenant, on est sur la compréhension. Si jamais, ici c'est le plus important. Si jamais vous comprenez ce que je vous dis maintenant, c'est vous arriverez peut-être pas à faire les développements mathématiques, mais au moins vous comprendrez la réalité de ce qui se passe. Et quand vous comprendrez la réalité de ce qui se passe, vous allez vous dire, ok, bon, il y a peut-être un coup à le jouer, quoi. Il y a peut-être un coup, le poker, c'est peut-être pas que de la chance. Ok? 1 moins FE, c'est la fréquence donc de se faire call. Donc on a deux événements. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on se fait call, ben il y a un croisement d'événements. Il y a deux autres événements qui vont se passer. C'est soit l'adversaire paye, soit soit vous gagnez, soit l'adversaire gagne. Alors qu'est-ce qui se passe? L'adversaire gagne, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne B. B c'est quoi? C'est le pot, c'est le tapis de vilain, enfin le stack effectif. On va parler de stack effectif. Si jamais c'est pas clair, vous posez la question c'est quoi un stack effectif. Je pense pas l'avoir vraiment introduit dans mes coachings. Donc pour être clair, le stack effectif c'est le plus petit des deux stacks. Ok? Et l'argent mort. En plus du stack effectif. Attention, lorsqu'on est dans les blindes, par exemple en big blind, dans le stack effectif est compris la big blind, donc il n'est pas question de rajouter une big blind. On est d'accord? Il faut être clair là-dessus. Lorsqu'on est en small blind, on a déjà mis dans notre stack effectif, on met la small blind. On rajoute la big blind, mais on met la small blind. Et lorsqu'on est en big blind, on rajoute la small blind si la personne qui est partie si la personne qui part à tapis n'est pas en small blind. Ok? Donc le stack effectif plus l'argent mort, qu'on va qualifier d'argent mort, donc les ante typiquement, et parce que les ante n'interviennent pas dans le stack effectif, d'ailleurs, parce qu'elles sont mises avant de jouer la main. Voilà, ça c'est B. Équité, quand on perd, on ne peut pas gagner, et quand on gagne, on ne peut pas perdre, et la somme de ces deux probabilités est égale à 1. On néglige les égalités, les quelques cas d'égalité, ok? Encore une fois, nous sommes face à un cas disjoint, donc on peut additionner les deux. On pourrait mettre un plus ici. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas un plus? Parce que ici on parle de perte. Donc soit je mets un moins sur le C, soit je mets un plus ici, soit je mets un moins ici et je mets un et on parle de masse financière et je reporte directement le moins ici. Ça c'est un choix, les deux sont bons évidemment, c'est juste que l'une est un peu plus. Faut faire attention aux manipulations qu'on fait. Ok, donc on est à ça. Il y a ce qu'on perd, C n'est pas égal à B. Vous avez remarqué, j'ai mis deux lettres différentes. Pourquoi? Parce que en C, on parle de stack effectif. En B, on parle de stack effectif plus argent mort. Et en tournoi, il y a toujours de l'argent mort. Enfin, sauf quand il n'y a pas. Enfin, sauf si. Non, enfin. Pas vraiment. Enfin. C'est un poil subtil lorsqu'on est dans des situations en big blind et en small blind. Parce que
on doit supposer que la big blind est déjà perdue. Donc, on ne perd pas la big blind. On fait la somme que l'on perd ici, et ça, c'est assez intéressant, et ça, je vous le dis oralement, mais c'est important. Lorsque vous faites votre calcul d'espérance de gain, par exemple, dans une situation de call face à un shove de l'adversaire, à ce moment-là, il n'y a plus la dimension fold equity. Vous ne travaillez que sur cette partie-ci de l'équation. Ok, ici, FE est égal à 0, hein, parce qu'il n'y a pas de fold equity. Et donc, ici, c'est égal à 100%. Et toute cette partie-ci de l'équation, on peut la barrer, et on ne travaille que là-dessus. Alors, votre espérance de gain, à ce moment-là, c'est l'équité fois ce que vous pouvez gagner, moins la probabilité de perdre, multiplié par ce que vous pouvez perdre. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez perdre? Ben, vous ne perdez, enfin, votre big blind, vous l'avez déjà perdu, en fait. Vous l'avez déjà perdu en la posant sur la table au début de la main, avant de recevoir vos cartes. Et l'idée, c'est, et par contre, dans votre équité, vous pouvez la gagner. Donc en fait, votre stack effectif, c'est votre stack effectif moins une blinde, lorsque vous êtes en big blind. Et ici, c'est votre stack effectif moins une blinde ici, et ici c'est votre stack effectif pardon plus une blinde et plus éventuellement une small blind si on fait face au bouton ou au cutoff. Ok? Est-ce qu'on est clair là-dessus? Parce que c'est très subtil et il faut bien comprendre, c'est important. Comment on calcule trouve FE? Ouais. Comment est-ce qu'on calcule FE? Mais je te pose la question en fait. Paranormal, je te pose la question, comment est-ce qu'on calcule FE? À ton avis, comment est-ce qu'on calcule FE? Est-ce que quelqu'un peut répondre à Paranormal? Je comprends. Devine. Bah, tant que tu n'es pas item, tu n'as pas de l'argent. Non, non, on parle en jetons ici, hein. On parle en jetons. Attention, on ne parle pas. Ici, Donyad n'avance pas des termes tels que chips EV, EV, etc. pour le tour. Bah, d'ailleurs, ce que tu dis, c'est pas tout à fait juste parce que le dollar EV n'est pas vrai en. On parle pas de dollar EV en cash game. On parle d'espérance de gain simplement. Le dollar EV en MTT et en début de tournoi et en cash game, c'est le même calcul. Il y a juste, une fois qu'on arrive dans les places payées, là, on rentre dans une autre dimension. Imaginez-vous, vous êtes dans une autre dimension. Mais c'est hors sujet ici, parce que là, ça c'est vraiment un autre sujet très très compliqué. Là, et là, on est vraiment plus sur... on n'est vraiment pas du tout dans on n'a vraiment pas les prérequis pour parler de ça. Pour parler d'ITM, d'ICM, etc. Non, non. Ok, FE est égal à 1 moins éventail... c'est 1 moins éventail de call. 1 moins éventail de call. Ouais, mais c'est pas la FE que tu me parles. Là, la FE que tu me dis, c'est la probabilité que vilain fold sa main pré-flop. C'est pas la probabilité qu'il fold une fois que tu... Ah oui, d'accord, oui. Oui, oui, non, 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 oh, oh, non, 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 d'accord. J'étais dans une dynamique de tribet, je sais pas pourquoi mais je m'étais foutu dans cette situation-là. Non, 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 si, si, non, si, tu as raison. Effectivement, c'est ça. Un moins éventail de call. Exactement. Donc ça veut dire que si jamais tu sais définir l'éventail de call de l'adversaire, alors tu sais définir sa fold equity. C'est assez facile à visualiser sur Equilab. Si jamais je suppose que l'adversaire... Et là, on est un peu sur de la spéculation. Si jamais on est en bataille de blindes, j'ai dit big blind, l'adversaire, je suppose qu'il me paye ça. Allez, mettons, on va pas chipoter, on va mettre un éventail. Ok. Il me paye 27, on va arrondir à 28%. Ok. L'adversaire me paye 28%. Quelle est ma fold equity? Je te pose la question maintenant qu'on t'a donné la solution. Si l'adversaire me paye 28%, quelle est ma fold equity? Non, pas de souci, Daniel, mais c'est important ici de pas trop s'éparpiller parce on est un peu trop hors sujet. Bonne question, mais c'est très bien que tu t'y intéresses. Hein.
Oui, tout à fait, Doniad. Ça, c'est la bonne question, mais là, en fait, on est plus sur... là, on anticipe, mais ça va être les questions qu'on va se poser plus tard, ça. Ça va être les questions. Ça va être les questions qui vont devoir être argumentées. Ici, on est plutôt sur le... On pose la théorie. On pose la théorie et après seulement on pose les bases, les prérequis, et après on argumente. Après on discute en fonction des profils, de machin. Ici, là, on pose. C'est pas l'important de savoir si jamais il paye vraiment ça. C'est l'important, c'est de savoir comment est-ce qu'on calcule la fold equity. Exactement, c'est ça, 72%. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, ici on est sur 72% de fold equity. Euh, et donc, euh, et donc ici, comment dire, 72% de fold equity et 28% de chance de se faire payer. Je vais... Yop. Euh, il bug un peu. Voilà. Ok, donc l'équation ici. Maintenant, on va un peu s'intéresser, on va sans doute un peu déborder, mais si jamais j'étais content d'avoir eu fini la partie d'introduction avant relativement rapidement, c'est parce que je savais que ici on allait un peu s'étaler. Alors on va un peu développer cette partie-ci qui est un petit peu longue et on va essayer un peu la résumer pour que ce soit un peu plus simple. En fait, si jamais on développe, et là je vais faire 2-3 lignes algébriques, mais si jamais on développe un peu cette partie de l'équation, cette partie du terme, donc en fait c'est c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se fait payer, quelle est notre espérance de gain lorsqu'on se fait payer. Lorsqu'on développe le terme ici, donc ici j'ai mal mis ma parenthèse là, excusez-moi. Il y a une parenthèse qui a été mal mise. Le souci c'est que c'est écrit en maths machin, donc je sais pas modifier le truc ici, donc je le fais pas. Ici, lorsque je pondère, donc la parenthèse ici n'était pas là, mais là, lorsque je pondère, donc ça, ah oui, non, 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 c'est parfait en fait. Non, 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 j'ai rien dit. Non, non, c'est bon. Non, non, c'était correct. Ici maintenant, je fais la règle de multiplication. Non, je suis fatigué, je dis des bêtises. Donc ça, c'est juste. Et ensuite, parce que effectivement le C a été reporté sur le moins 1, sur le 1, j'applique la règle des signes pour casser la parenthèse. Je mets en évidence le Q, ici, l'equity, et on se rend compte qu'en fait, on peut résumer ça par ceci. B plus C, c'est quoi? Si jamais on réfléchit en termes... Si jamais je vous dis que B, c'est ce qu'on peut gagner, C, c'est ce qu'on peut perdre. B plus C, c'est quoi? Alors, si effectivement, on se dit que B, c'est ce que je peux perdre, enfin non, B, c'est tout ce que je peux gagner, donc le stack effectif plus l'argent mort, et C, c'est ce que je peux perdre. Alors à ce moment-là, B plus C, c'est quoi? Exactement. Le pot lorsqu'on a payé, devine. Exactement. Et on se retrouve donc sur ce... Et du coup, on se retrouve en fait sur l'équation qu'on a trouvé, enfin que j'ai publiée dans la news. Je vais essayer d'aller la chercher vite fait. Voilà. Par contre, je vais mettre ça ici. Et on se retrouve donc sur cette équation ici, qui est plus simple, mais malheureusement elle est pas... Ou alors attendez, je bug un peu. Hop, on va reprendre à partir d'ici. Ah, voilà. Donc on se retrouve là-dessus. L'un des deux est forcément fausse en développant la parenthèse, tu m'expliques? Je regarde si jamais j'ai fait une erreur, parce que bon, j'ai fait ça un peu rapidement, donc c'est possible que j'étais un peu distrait. Je pense pas, non.
je mets ça en évidence ici. Je mets EC plus EQ en évidence ici. B plus C, sur lequel je soustrais C, non? Non, non. Non, ici, l'idée, c'est que je mets dans un terme, comment dire, ici, là, donc, je mets EQC et EQB en évidence. Donc, ça fait EQC plus EQB, ici, c'est en fait EQ fois B plus C, ici, et je retire C. Non, non, c'est bon. Ça ne marche qu'en chips V, au passage, donc par rapport à la petite... on ne peut pas simplifier ça en ICM. Si jamais j'ai un pot de 5000, si jamais je paye et que lorsque je paye le pot se monte à 5000 et que mon stack effectif est à 2400 admettons et que j'ai une équité de je sais pas moi de 45%, à ce moment-là, eh ben on fait 0.45 fois 5000 moins 2400 et on voit que c'est légèrement moins 250 jetons. La première ligne intermédiaire qui est fausse, ici, EQ fois B moins C. Non, ici j'ai C moins, alors entre parenthèses, C. Oui, effectivement. Oui, 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 oui. Oui, effectivement, c'est moi qui suis. Ah, je suis fatigué. Oui, en fait, j'ai été trop vite dans mon développement. J'avais commencé à faire ma règle de signe, mais je me suis un peu mélangé le pinceau. Mais il n'y a pas d'erreur dans le sens où il n'y a pas d'erreur dans le sens où je n'ai pas reporté le moins ici sur le plus. Donc en fait, je l'avais déjà fait sur ce signe-là. Oui, c'est moi qui suis distrait en fait. Oui, effectivement. Je suis ne pas faire de à noter dans mon truc, ne pas faire de ne pas faire de PowerPoint lorsque je suis fatigué. Ouais. Effectivement, il y a une petite erreur. Non, t'as raison QNS, mais ça ne porte pas à conséquence. L'expression finale est bonne, c'est juste que ici, j'ai déjà fait le moins sur le moins ici en fait. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Et le truc, c'est que je peux pas mélanger. C'est une image, donc je peux pas. Il faudrait que ici. Ici, donc on était sur EQ, mais bien vu QNS. Ici, on était comme ça. EQ fois B moins C moins EQ C fois C. Voilà. On va mettre ça en majuscule. Ok, comme ça. Effectivement, c'est plutôt ça ici. Ça fait, mais au moins, mais c'est bien parce qu'au moins, au moins, ça montre que ça suit. Et en même temps, ok. Par contre, les animations seront plus correctes. Alors lui, il va toujours se mettre là au-dessus, je sais pas pourquoi. Ok, et donc voilà, ça c'est l'expression correcte. Ok, ok, donc là à partir de là c'est bon, effectivement, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, comme ça. Et donc effectivement, B plus C c'est le pot total. Et donc ici, voilà, ici, comme ça. Normalement il n'y a plus d'erreur. À partir du moment où on fait le moins sur C, moins plus sur... Ok, non, il n'y a pas de souci. Et ici, effectivement. Non, voilà, c'est moi qui étais un peu trop vite sur le développement du calcul. Et je me suis emmêlé les pinceaux. Donc voilà, ici, maintenant, ce qui est important... Maintenant, la deuxième partie qui est important à comprendre, et c'est pour ça qu'on va un peu plus s'étaler aussi, c'est qu'on est donc sur une somme, et ça, on a tendance à un peu l'oublier, on est sur une somme d'événements. On est sur deux événements. Il y a l'événement, l'adversaire fold, et l'adversaire gagne. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et là maintenant j'ai plus de diapo, mais j'aurais pu en rajouter une. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le calcul de l'espérance de gain totale? Il y a deux termes. Il y en a un qui est strictement positif et il y en a un qui peut être positif ou négatif.
C'est pas parce que le deuxième terme est négatif que nécessairement l'espérance de gain est négative. On est d'accord. Et c'est là toute la subtilité. C'est que, en fait, tant que la FE tant que l'espérance de gain de FE fois A est supérieure strictement à ce terme-là, à tout ce terme-là, alors l'espérance de gain sera positive. Il est tout à fait possible ici d'avoir une équité de 34%, admettons. 34%, on a 10 blindes, on est en small blind, il y a des ante, donc on va mettre le pot, admettons le pot fait... Donc on a 10 blindes, on va supposer une situation, on a 10 blindes, les ante font 10% de la blinde, on est 9 à table, tout le monde a foldé, le pot au milieu, on rajoute 1.5, ok, moins 0,5 parce que sinon on va le compter deux fois. Et on rajoute ici, donc 1.9. Non, en fait on va compter deux fois la blinde aussi. Attendez, on va plutôt faire ça à l'envers. On a 10 blindes, x 2, plus les ante, 0.9. Ok? Ça c'est ce qu'il y a au milieu. Qu'est-ce que je risque? Non, quelle est mon équité? On a dit 34%. Moins ce que je risque, j'ai 10 big blind, mais j'ai déjà investi une small blind, donc j'ai investi 9,5 big blind. Ok? On a une espérance négative qui nous fait perdre, lorsqu'on se fait payer, 2 blindes,4. On arrondit. Ok? Donc lorsqu'on se fait payer, on est perdant. On perd 2 blindes,4. Mais l'équation ne se résume pas à ça. L'équation, elle est déjà, cette partie-ci, elle est pondérée par la fréquence de call, et elle n'est pas uniquement résumée à la partie où on se fait call, elle est également définie par la partie où l'adversaire ne paye pas. Alors, lorsqu'on a 34% d'équité, une situation qui pourrait tout à fait être possible, face à l'éventail ici de 28%, serait, on va essayer de trouver une main qui a 34% d'équité, face à cette main-là, on va dire, je sais pas moi, 10 et 8 off, c'est bon ça? Non, ça me paraît un... Ouais, on est un peu trop loin, on va mettre 10 et 7. Ouais, on y est, on va dire que c'est bon. 10 et 7 dépareillés. 10 et 7 dépareillés sur un éventail de 27,6%, de 28%, n'a entre guillemets que 34% d'équité. Ok? 34% d'équité. Mais donc ça veut dire que ça ici, ça doit être pondéré par la fréquence de call. Fréquence de call qui est de 28%. Ok? Donc ça veut dire qu'on doit multiplier ici par 28%. Ok? Donc ça veut dire qu'au final, sur le long terme, ça ne nous coûte entre guillemets que 0,67. On a donc 0,67 pour cette partie-ci. Maintenant, la question c'est, est-ce que les 72% de fold equity suffisent à compenser la perte de 0,67? C'est ça la question qu'on se pose. C'est ça, si la fold equity compense cette partie-ci, alors on fait du gain malgré le fait que lorsqu'on se fait payer, on perd de l'argent. C'est la combinaison des deux qui va nous faire gagner de l'argent. D'accord? Et donc ici, admettons, 72% de fold equity, multiplié par, on avait dit 10 blindes, donc, non, c'est pas ça, on avait dit 1.5 plus 0.9. Non, on recommence. 0.9 plus 1.5 fois 0.72. Et... Attends, je pense que j'ai pas fait d'erreur, je vais le refaire parce que j'étais un peu vite.
Voilà. Et on se rend compte qu'effectivement, on, la fold equity nous permet de gagner 1,72 blindes. Mais que de l'autre côté, lorsqu'on se fait payer, on perd 64, 0,64 blindes. Donc ça veut dire que l'espérance de gain de notre shove, avec 10 et 7 dépareillés, nous garantit sur le long terme une blinde, 10 en arrondissant, 1,1 blinde par main. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ici? Lorsque on a de la... Ça veut dire que... Oui, c'est très possible. C'est très possible. Tout à fait. Tout à fait possible. Any2, quoique... Enfin, c'est tout à fait possible. Faudrait voir les équités de 3 et 2 off. « 28%. C'est tout à fait possible. 28%. On peut le faire, hein, vite fait. Hein. On était sur du 20.9 fois point 29 moins 9.5. Non, c'est pas... Ah non, attends, fois point 28. Non, oui, effectivement, c'est AV+. Non, devine. Là, ici, on parle d'un... On sort de ce registre-là et on parle de variance. Alors la variance, elle est exogène. Ça veut dire qu'elle t'est imposée. On parle de long terme. De très long terme. Sur des fréquences relativement proches d'une moyenne... qui sont pas très fortes. C'est des équités qui sont relativement faibles. Donc ça veut dire qu'il faut un gros échantillon pour pouvoir tendre vers le long terme. Moi je te dis, l'espérance de gain est positive. Ça veut dire que quand tu fais ton action, tu vas faire du profit sur le long terme. Ok? Toi, ce que tu dois voir, c'est... Toi, ton job, en tant que joueur de poker, qui veut s'améliorer, c'est de prendre le maximum de spot EV+. C'est optimiser ton EV. Ne pas prendre un spot EV+, c'est perdre de l'EV. Contrer la variance, c'est un autre débat. Et ça n'a rien à voir avec jouer ou pas des mains. Un bon joueur optimise son EV. Peu importe la variance. Si tu te lances dans un tournoi hyper turbo, tu sais que tu vas devoir payer lose. Parce que les cotes vont être énormes, parce que machin. Et tu vas jouer au yo-yo avec ton stack et ça va passer de temps en temps et de temps en temps pas. Mais quoi qu'il en soit, tu arriveras toujours à faire plus de profit si jamais tu joues correctement que si jamais tu te prives de jetons. Ok? Après, la discussion de la théorie des blocs, de l'ICM, de machin, c'est un autre débat. Moi ici, je te dis la base du poker. Malgré tout, ça reste du basique. Ça reste du basique parce qu'on n'approfondit pas. On n'approfondit pas sur tous les théorèmes, etc. Moi, je te dis, si jamais tu fais ça, tu feras de la valeur sur le long terme. Maintenant, ce qui se passe, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, pour contrer la variance, il y a deux choses à faire. De un, la bankroll management. C'est la seule chose. On n'investit pas tous ses œufs dans le même panier. Tu ne fais pas un tournoi à 10 euros si jamais tu n'as que 50 euros de bankroll. Même 100 euros. Tu fais un tournoi à 10 euros quand on a 1000 derrière. Il faut du 1%. Parce que tu dois pouvoir faire du volume et pouvoir contrer cette variance avec du volume. Et parce que tu sais que tu vas te planter, parce que tu sais que tu vas te faire payer loose, parce que tu machin, etc. Tu sais que tu vas te faire payer, tu sais que ça va pas passer des fois, etc. Mais il y a les fois où ça va passer aussi. Ça va arriver une fois sur 3, plus ou moins. Un peu plus. Non, enfin plus ou moins, oui. Et avec 10 et 7 en tout cas. Et c'est comme ça que tu prends tes décisions. Et la deuxième chose, c'est faire du volume.
On fait du volume, c'est tout. Il faut faire du volume. En poker, il faut faire du volume. On ne fait pas du profit en faisant 3 tournois. Enfin, si on fait du profit, mais sur du très très long terme. Là, je parle de termes temporels. Sur du très très long terme, tu feras du profit. euh, tu vas voir, tu vas voir ton espérance de gain sur du très très long terme si tu décides de faire du volume. Alors du volume, c'est quoi? En nombre de mains, c'est très difficile. On calcule pas en nombre de mains en tournoi, on calcule en nombre de mains en cash game, parce que en cash game, on est dans la même zone. Le problème en tournoi, c'est que on a une stratégie qui va différer en fonction de la zone dans laquelle tu vas te situer. Et quand je parle de zone, c'est de profondeur de tapis. À 15 blindes, tu joues pas de la même manière qu'à 8 blindes, tu ne joues pas de la même manière qu'à 25, qu'à 35, qu'à 45, qu'à 55, qu'à 65, etc. Et comme tu as une stratégie qui s'adapte en fonction de la profondeur de ton stack, c'est très difficile à voir quand tu vas tendre vers le long terme. Il faut faire beaucoup de tournois. Mais de temps en temps, tu vas run good à un moment, et puis tu vas run bad à une autre zone, etc. Mais pour pouvoir faire une analyse, là par contre, on change de sujet, mais si jamais tu veux faire une analyse sur tes espérances de gain, comme j'avais fait avec il y a un an sur la database de. Je pense que c'était. Mince, c'était qui C'était pas McPete, c'était. Je reviens plus. Moi, j'ai pas du tout la mémoire de pseudo. Allez, nom d'une pipe. Il y a un an, j'avais fait un bootcamp avec Meatpete et je reviens plus sur. En plus, il est connu. je, je me ridiculise, c'est pas grave. Mais donc, tout ça pour dire que il n'y a que la bankroll management et le. Il y a que la bankroll management et le volume pour contrer la variance. Rien d'autre. Rien d'autre. La bankroll management, par contre, on parle de 1% pour les tournois normaux, éventuellement les petits fields turbo. Mais dès que tu augmentes dès que tu arrives sur des hyper turbo avec beaucoup de joueurs, tu multiplies ta BRM évidemment. Il n'y a pas de logique, sinon c'est pas logique. Donc ici on parle bien de pour des hyper turbo, une BRM de 400 buy-in facilement, 400 à 800 buy-in. Pour des hyper turbo poker star bizarres ou avec des tout petits tapis où les blindes augmentent de manière extrêmement rapide, on adapte sa bankroll management à la structure du tournoi, c'est évident. Nigma avait fait une vidéo à ce sujet il y a un petit temps. Donc vous pouvez éventuellement taper une recherche dans les vidéos, vous devrez pouvoir la retrouver. Je pense qu'elle était de niveau peut-être argent ou peut-être basique, je sais plus. Et donc, ou peut-être, je pense pas je suis pas sûr qu'elle fut argent. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Mais il n'y a pas y a pas de mal à avoir 10 euros de bankroll, simplement c'est une réalité. Et après, tu peux décider de ne pas suivre cette bankroll management. Mais alors à ce moment-là, tu dois être conscient que tes risques de te broke sont exponentiels, évidemment. Moi, je conseille à mes élèves en privé, tu veux te lancer sérieusement dans le poker, tu t'en donnes les moyens un minimum. C'est-à-dire que avec 10 euros, on ne sait pas vraiment jouer au poker correctement dans le sens où on ne sait pas respecter une BRM, à moins de faire des free rolls ou de faire des sit and go 10 centimes ou des trucs comme ça. Si jamais tu veux te faire plaisir en même temps, si jamais tu veux prendre du plaisir à faire des tournois avec un minimum de réflexion et ne pas avoir l'impression de ne pas progresser, moi je dis décide tu t'économises, quitte à économiser pendant quelques mois ou quoi, mais tu te dis bah voilà, en février, jusqu'en février je me fais plaisir, je joue un peu détaché, mais en février je m'organise pour déposer 200 euros. Mais c'est les seuls 200 euros que je vais poser. Les seuls 200 euros que je vais jamais poser pour jouer au poker. Et à partir de ces 200 euros là, tu les fais fructifier. Et tu respectes un BRM. Et tu travailles ta stratégie. Et ça ne pourra que monter. Il n'y a pas de raison que ça ne monte pas. Si jamais tu joues correctement, il n'y a pas de raison que ça ne monte pas. Mais après, il y a question de respecter un BRM et de. Donc d'un côté respecter un BRM, et puis de l'autre côté de comment dire de ne pas tilter, d'être strict. Il faut de la discipline quand on est joueur de poker. Il n'y a pas d'autre choix. La discipline, c'est l'un des premiers piliers.
Ça dépend du niveau aussi. On parlait au début de 20 buy-in, et puis on est monté à 40, puis 25, puis 30, ça dépend. Ça dépend de ton niveau aussi en cash game, hein. Il y a pas mal, ton niveau intervient pas mal, le niveau de la blinde. Si jamais vous ne partez pas souvent un tapis, il n'y a pas de raison d'être à 40, 50 buy-in, parce qu'en fait, ça va dépendre de la limite en fait. Ça va dépendre de comment est-ce que tu arrives Je pense en cash game, il y a moyen d'être un peu plus large qu'en MTT. En MTT, on est un peu trop souvent en push or fold, on investit trop souvent notre tapis, en fait. Et du coup, on s'expose à des variances plus élevées. Mais par contre, je suis pas du tout spécialiste de cash game, donc moi je dirais intuitivement qu'on serait plus sur du 30. Ça va dépendre de ton niveau sur la limite, mais on va varier entre du 30 et du 60. Plus vite tu pars à tapis, et plus il y a de variance, de toute façon. Donc plus il y a de variance, plus il faut un BRM large. Enfin tight, pardon, serré. Quand je dis serré, ça veut dire conservateur. Donc voilà, on change un peu de discussion, mais c'est des sujets qui sont assez associés, hein, donc c'est tout à fait normal de se poser ce genre de questions. Le poker, si jamais on veut le jouer correctement, il n'y a pas de secret. Il faut optimiser son espérance de gain. Alors bon, discussion ICM mise à part, discussion de théorie des blocs mise à part, on optimise notre EV, donc ça veut dire que si jamais l'action est EV plus à 1 point, on la prend. Après, on discute des edges. Après, on discute de la théorie des blocs. Après, on discute de l'ICM éventuellement aussi. Mais avant, il faut comprendre comment est-ce qu'un calcul d'espérance de gain se construit. Et un calcul d'espérance de gain se construit comme ça. Il y a deux événements, mais après on peut rajouter des événements, effectivement. Des événements qui vont être pondérés. Parce que si jamais je vous dis, ben, je surrelance quelqu'un qui a déjà relancé, quelle est ma fold equity? Vilain n'est plus sur 100% à ce moment-là. Mais là, je vous anticipe déjà les exercices que je vais vous donner. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est maintenant qu'il faut les poser, parce qu'après ça va être des exercices, et après non, en fait non, après on revient sur des questions pour un peu approfondir. Et après ce coaching, après le coaching qui va venir, je pense qu'on va pouvoir essayer de faire quelque chose d'un peu un peu moins transmissif, comme on dit dans mon école pour l'instant. Donc, c'est-à-dire un peu moins le coach qui donne le coach qui donne sa matière, et les élèves qui écoutent sans vraiment réfléchir. On va un peu quitter ces configurations PowerPoint, et on va essayer. Je vais essayer de construire des groupes, voir un peu qui est présent, etc. On va en discuter au prochain coaching, et on va essayer de faire quelque chose de bien. Le partage, parce qu'en fait le partage, quand tu fais ton calcul d'espérance de gain, il est considéré en fait. Regarde ici ton calcul d'équité en dessous là, dans le détail. En fait, l'égalité est considérée ici, et tu remarques que tes 71%, c'est le pourcentage de victoire plus le pourcentage d'égalité. Et le pourcentage d'égalité, c'est 50% en fait. C'est 0,5% pondéré avec 50%. Enfin, non, c'est pas pondéré, mais je veux dire, voilà. Les 0,5%, c'est ça. C'est ça ici. Ils sont pris en compte. Ils sont pris en compte déjà dans l'équité ici. Et tu remarques que c'est 0,5%, quoi. C'est du 1 pour 200. Ça arrive une fois sur 200. C'est négligeable comme fréquence. C'est très négligeable. Et encore, ici, on n'a pas mis de bloqueur. On a mis 3 et 2 off. Mais si jamais je mets les bloqueurs, je pense qu'on va encore... Si jamais on refait le calcul. Non? Ah non, ça bouge pas. Je pensais que ça allait un tout petit peu bouger, mais même pas. Non. Bon, en même temps, il n'y a pas de bloc, il y a presque pas de bloqueur pris en compte. C'est clair. Fabs, pour ta question, chattage de MTT, ben pour moi, tu peux up, mais toujours en respectant le BRM. Je n'ai pas suivi, excusez-moi, je commence à être un peu fatigué. Par contre, si tu chattes un gros MTT, c'est mieux de rester dans ta limite ou de monter direct. Si jamais tu chattes un MTT, ça va dépendre de la différence de niveau entre les buy-in. Ça dépend. Quel niveau tu joues? Pour moi, il commence à y avoir une grosse différence au-dessus des 10 euros.
Enfin, les 20 € ça commence à être correct, il y a encore pas mal. Ça va dépendre de la room aussi, hein. Objectivement, moi je sais que sur PokerStar, il y a toujours des joueurs récréatifs, etc. sur les plus de 20 €. Tu montes au-dessus des 30 € et là, moins c'est des gros tournois, plus c'est des petits tournois avec pas beaucoup de prize pool et plus c'est reg infested en fait. Et là, quand c'est infesté de requins, de régulars, là par contre, tu vas, vous allez jouer sur des équilibres et donc potentiellement aller plus vite à tapis. Et donc, vous allez être encore nombreux si jamais t'as pas eu la chance de toucher une bonne main, tu vas te retrouver en push or fold assez vite parce que tu vas pas pouvoir jouer beaucoup de mains parce que sinon tu risques de te faire exploiter. Donc c'est des jeux plus équilibrés sur les plus hautes limites. On est beaucoup moins exploitant. On exploite quelques joueurs, mais il faut faire attention de ne pas se faire exploiter en retour, donc oui, il faut un peu se protéger. Et si jamais t'as pas la chance d'avoir une bonne main quelque part, eh ben tu te retrouves en push or fold assez rapidement. Et dès que tu te retrouves en push or fold ou à 25-30 blindes, c'est plus de risque de se retrouver à tapis rapidement, et donc c'est plus de variance. Voilà, si jamais pour toi il n'y a pas de différence entre les 1 et les 10, je te dis, tu t'en fous. C'est juste. Mais par contre, si jamais tu vois une différence de niveau, prends-en compte. Moi je dis, commence par faire des shots, ne regarde pas les résultats. Tiens, essaye d'être objectif. Est-ce qu'objectivement le field est plus compliqué ou pas? Si jamais tu trouves que non, mais en étant objectif, après c'est toujours difficile d'être objectif en poker. Mais parce que on a toujours tendance à être orienté sur le court terme, etc. Mais fais-toi un shot. Si jamais t'as la BR, tu fais 20 tournois. Tu te lances 20 tournois dans la limite et tu prendras ta décision après. Bah, le point com, objectivement, moi ici je viens de bouger sur une petite room du point BE, enfin qui est aussi relié au point com en fait, au final, l'adbroke, mais le field est beaucoup moins difficile, et je vois une énorme différence entre PokerStar et l'adbroke, énorme, énorme, mais c'est au point de devoir remanier toute ma stratégie, hein, parce que les adversaires sont tellement bizarres, c'est des loose passifs, c'est bizarre, loose passif, mais genre quand ils relancent, tu peux avoir peur quoi. C'est trop bizarre, j'avais tellement l'habitude de Richov assez light et maintenant dès qu'il relance ça fait peur quoi. Donc, donc voilà, ces gens ils vont te flat call As-Dame avec 20. Enfin, ils ont des ranges de flat call relativement larges, mais ça monte très haut dans les combos en fait. Et donc parfois t'es un peu perturbé, mais qu'est-ce qu'il faut avec As-Dame dans ce coup-là? Pourquoi il est pas parti à tapis? Il avait 15 blindes, bah, non, il a payé pré-flop et puis tu vois, et toi t'étais avec As-10, tu te dis tranquille, flop et side, tu value, et en fait non, tu te value cut, et tu dis bon ok, on va un peu faire attention la prochaine fois. Donc voilà. Donc voilà, ici, je pense qu'on a fait le tour. Je vous cache pas, je suis complètement lessivé. Euh, on a fait le tour de la question. Maintenant, on va aborder les exercices et la correction. J'espère que vous viendrez avec les questions résiduelles de manière à ce que vous puissiez vous approprier correctement ce calcul d'espérance de gain. N'oubliez pas, c'est une somme, enfin, dans l'univers entre guillemets de l'espérance de gain, c'est une somme de deux termes, c'est lorsque l'adversaire se couche et lorsque l'adversaire vous paye. Si vous êtes en l'espérance de gain d'un call, c'est la même équation, mais avec la fold equity à 0. Et 100%, vous reprenez la même équation, vous posez FE égale à 0, et du coup, vous retrouvez uniquement avec ce terme-ci. Donc voilà. Donc les exercices, je suis pas sûr de pouvoir les donner demain parce que je dois faire quelque chose, mais je vais essayer de vous les donner entre demain et après-demain, donc en courant du week-end. Voilà. Voilà, voilà. Merci Tuki. Pas de souci, Fabs. Voilà, j'espère que à partir de maintenant, j'espère qu'on va pouvoir. C'était l'idée donc de se mettre sur un pied d'égalité d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue argumentation, pour qu'on puisse avoir les mêmes bases. Maintenant, les erreurs dans l'argumentation, c'est pas grave. On va les corriger au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est au moins qu'on soit sur la même longueur d'onde. Voilà, voilà.
Good luck aux tables, que tout se passe bien. C'était Belgian Beer pour podcaststratégie.com. Salut à tous.